au musicien Ivan Navaille qui m'a inspiré cette histoire. La symphonie des 4 éléments. Jamshid, le musicien. La vie va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, voir ou ressentir. Elle prend toute sa signification dans la réalisation de soi. Certains possèdent ce mystérieux je ne sais quoi. Il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, un rêve, un idéal ou un besoin. Tourmentés, ils brûlent d'un amour méconnu avant d'atteindre leur but. Et peu importe le temps y consacré ou les obstacles à franchir, ce sont les rescapés de l'ordinaire. Il était une fois un garçon qui écoutait le monde et par lequel les bruits étaient des notes et les rythmes des vagues venant de l'océan. La tribu connaissait le pâturage, la rivière et la traversée de la montagne à la saison de la migration. C'était une tribu nomade, composée de plusieurs familles, sous la direction de Jamshid Khan. Avec son épouse, Ziba, ils étaient parents de 8 enfants. Leur fille, Leila, après quelques années passées à l'étranger, était revenue sur ses terres natales. Elle avait rencontré un jeune homme et s'apprêtait à fonder une famille. Il a fait de grandes études et dirige une importante société, s'exclama-t-elle fièrement. On ne mange pas un poulet parce qu'il est gros, mais parce qu'il est bien nourri, est en bonne santé et une chair tendre. On regarde d'abord l'homme avant de voir sa fonction. Argumenta Khan. Je l'aime, père. C'est un homme bon. Il te plaît. Il vous plaît. Après des semaines de divergence avec sa fille, Jamshid Khan accorda sa bénédiction et décida d'assister au mariage de Leila. En famille et avec quelques membres de la tribu, comme le veut la tradition communautaire, ils se préparaient donc pour un long voyage. Ainsi, les nomades ne connaissaient pas le sens du mot solitude. À des milliers de kilomètres de là, un père tenait la main de son fils en descendant la plus belle avenue du monde. Leur terre était différente de celle des nomades, mais leur envie de vivre était aussi intense. Sur le trottoir, un musicien jouait du violon. Attiré par les mélodies interprétées, l'enfant lâcha la main de son père et courut vers l'artiste de la rue. Le père se précipita. « Ne t'éloigne plus de moi, tu vas te perdre. Sommes-nous d'accord » demanda-t-il, rarié. L'enfant leva la tête, l'observa sans un mot, et l'agitation de l'adulte perdit de son intensité. « Oui, c'est beau. » convint le père. Il prit une pièce et attendit la fin du morceau pour la donner à l'enfant, qui la déposa dans le panier de l'artiste. « Merci, monsieur. » dit le violoniste en lui adressant un clin d'œil. C'était une belle journée de printemps où la douceur teintait de sérénité l'humeur des gens. L'homme serra la main de son fils et descendit la rue pour s'arrêter devant un kiosque où il avait l'habitude de prendre son journal. Mais le temps de régler son achat, l'enfant avait disparu. « Mon fils !» s'affola-t-il. En peu de temps, les policiers furent sur place. Le père donna le signalement de son fils et leur laissa une photo de l'enfant qui se trouvait dans son portefeuille. Il remonta la rue vers le violoniste dans l'espoir de retrouver son fils. « Vous n'avez pas vu mon fils ? Le petit avec les yeux bleus ?»« Non, » répondit le musicien. Dépité, l'homme revint sur ses pas et l'artiste de rue reprit son archet. Ses notes composaient un air rappelant l'envol des oiseaux sauvages qui se dissipaient, puissants et incontrôlables, au rythme du pas du père à la recherche de son fils. À quelques centaines de mètres de là, Jamshid Khan et sa famille approchaient de leur hôtel. Depuis leur arrivée, l'ambiance était à la fête et à la découverte. Ils avaient célébré dignement le mariage de Leila et pour le dernier jour de leur séjour, ils revenaient de leur visite en ville. Les enfants se régalaient de petits gâteaux et la discussion menée par Massoud était vive. Âgé d'une dizaine d'années, il était le plus jeune de la fratrie. Il se plaignait de ses neveux et nièces qui l'appelaient par son prénom. « Je suis leur oncle. Ils doivent m'appeler tonton. Tonton. Ce n'est pas difficile. Il faut respecter les anciens et prendre soin des plus jeunes. Mais envers moi, personne ne suit les règles. » Soudain, en se retournant, il vit l'enfant qui tenait ses yeux rivés sur son gâteau. « Tu en veux ?»« C'est qui ?» demanda Ziba. « Je ne sais pas. Il nous suit depuis tout à l'heure. »
Où sont tes parents ? Dis, tu ne parles pas, mais tu sais manger. L'enfant sourit, Il connaît l'amour et la tendresse. Ses parents ne doivent pas être très loin. dit Khan. La famille s'apprêtait à regagner l'hôtel et Massoud proposa de rester avec lui en attendant l'arrivée de ses parents. Comment t'appelles-tu? Didi. Répondit l'enfant d'une voix étouffée. As-tu faim, Didi? Veux-tu un autre gâteau? L'enfant secoua la tête. Massoud lui prit la main et ils se dirigèrent vers une pâtisserie située à quelques pas. Pendant ce temps, le père de l'enfant venait d'arriver devant l'hôtel. Il interrogeait les passants, cherchant désespérément la photo de son fils dans son portefeuille. Il tenait un discours incompréhensible et incessant. À quelques secondes d'intervalle, et au retour des garçons, il n'y avait plus personne. La nuit commençait à tomber. Massoud nettoya les miettes sur le gilet de l'enfant, qui somnolait. Il est petit, mais qu'est-ce qu'il est lourd! Jusque tard dans la nuit, désemparé, le père arpenta les rues, vérifia derrière les portes des immeubles et se renseigna auprès des sans-abri. Il ne pouvait se résoudre à rentrer chez lui sans son fils, ni à affronter le regard de son épouse. Le lendemain, à l'hôtel, les jeunes époux arrivèrent tôt. Je n'ai pas envie de vous laisser partir, vous me manquez déjà. En été, il fait si doux au pied de la montagne, et les branches des cerisiers sont chargées de fruits. Vous viendrez nous voir, répondit sa mère à l'attention des jeunes époux. Les bras de Ziba réconfortèrent sa fille. Les adultes discutaient autour d'une tasse de thé, tandis que dans la pièce à côté, Didi venait de se réveiller. Il était assis sur un lit et redécouvrait les visages des enfants rencontrés la veille, dont une fillette avec 2 couettes défaites. Bonjour toi, je m'appelle Absané, et elle c'est Naïd. La plus âgée de la bande. C'est sans intérêt. Croyez-vous qu'il connaît notre langue? Je ne sais pas puisque tu parles dans sa langue. As-tu bien dormi? Il ne nous connaît pas. Alors je sais comment faire connaissance de la meilleure des façons. Dans un éclat de rire, l'enfant se laissa tomber sur Massoud. Il s'appelle Didi. Dit ce dernier en bâillant. Personne ne se nomme ainsi. Préparez-vous. La voiture sera là dans peu de temps. S'exclama Leïla. On descendait les derniers bagages. Khan et son épouse patientaient sur le trottoir en compagnie des jeunes. Dans l'esprit des enfants, le voyage était achevé. Quelques-uns montraient des signes d'impatience et d'autres se désintéressaient des alentours. Didi se tenait tout près d'eux, semblant avoir l'esprit ailleurs. De l'autre côté de la rue, une bande d'individus ivres, déambulant entre rire et chamaillerie, arrêtait les passants pour mendier une pièce. D'abord attiré par la bande, le regard de l'enfant se posa ensuite sur les pigeons picorant sur le trottoir, puis il se tourna vers des voitures et la circulation avant de fixer à nouveau la bande de l'autre côté de la rue. Khan était bouleversé par la bande et observait l'enfant se demandant ce qui attirait son attention. Leïla les rejoignit. Je vais voir la réception pour confier le petit à quelqu'un. Tu viens? Celui-ci s'avança d'un pas, mais la main de Khan, posée sur son épaule, le retint. Il restera avec moi. Tu laisseras notre adresse pour que ses parents puissent venir le chercher. Père, commença à dire Leïla. Ils seront les bienvenus. Sinon, je m'engage à leur ramener leur fils moi-même. Alors qu'il regagnait l'hôtel, le jeune marié reçut un appel urgent, l'invitant à se rendre à son travail. Pressé, le couple laissa un pourboire au bagagiste avant de quitter les lieux. Après leur départ, sur un coin de la table de réception, on pouvait trouver une feuille mentionnant une adresse. La famille de Jamshin Khan se trouvait déjà loin. « Qui es-tu » demanda Ziba dans un murmure en caressant les cheveux de l'enfant endormi. « Normalement, à cet âge-là, tous les enfants parlent. » Quelques mois passèrent et personne ne vint chercher l'enfant. Je crains d'avoir eu tort de l'emmener avec nous. Ça devait être l'affaire d'1 semaine ou 2 avant que ses parents se manifestent. Je ne comprends pas. Il n'est pas tombé du ciel. Et si personne ne vient? Que devrais-je lui dire quand il sera en âge de comprendre? Que je n'ai pas eu le cœur de l'abandonner? Confia Khan à son épouse. Attendons encore un peu. J'ai dit à Leïla de nous appeler aussitôt qu'elle aurait des nouvelles. Tu as réagi comme tu aurais aimé que d'autres se comportent envers les tiens. Mais tout le monde n'est pas nomade. Leïla a essayé de te le dire, mais tu ne lui en as pas laissé l'occasion. En ville,
Ils possèdent leurs propres règles, et il y a des gendarmes pour s'occuper des problèmes. Peut-être que c'est un orphelin, je ne sais pas. Je n'en sais rien. En attendant, nous ferons comme s'il était notre fils. Alors, il portera le nom de Jamshid. Selon un mode de vie quasiment militaire, les nomades faisaient preuve de dextérité et d'un grand sens de l'organisation. En un temps record et en quelques heures seulement, ils étaient capables de monter les tentes pour s'y installer ou de les démonter pour quitter une région. Jamshid grandissait. Il marchait pas à pas avec les autres membres de la tribu, apprenait à traire les brebis et à chercher le bois pour allumer le feu. Il observait, respirait l'air, goûtait aux aliments, touchait les objets, mais son ouïe était sa fenêtre de perception du monde. Il écoutait le souffle du vent dans les arbres, le galop des animaux dans la plaine, la chute d'une pierre dévalant la falaise, ou le battement des ailes d'un oiseau qui retrouvait sa liberté. Le son l'intriguait et exerçait sur lui une emprise, sans que personne ne puisse le comprendre. Khan observait son fils à la nuit tombée, exposé au vent et se tenant face à la terre, au moment où d'autres membres de la tribu avaient regagné leur tente. Un orage se prépare. Tu viens, Jamshid? Mais que regardes-tu? Il fait presque noir. On ne voit rien, mais on peut tout entendre. Quelquefois, Khan et Ziba surprenaient les confidences ou les murmures prononcés à propos de Jamshid, car aucun membre de la tribu ne pouvait se permettre de s'exprimer clairement. C'était le fils de Khan. Mais Massoud, pris dans des bagarres avec d'autres enfants pour défendre à la fois son frère et lui, il lui en voulait. Il était en colère contre Jamshid, contre lui-même et contre le monde entier. Comme tous les enfants de son âge, Jamshid abordait aussi le monde en jouant. Dans une peau d'agneau et selon un savoir ancestral, les nomades agitaient le lait pour en extraire la crème. Jamshid en avait la charge, mais il préférait s'amuser avec le chien. Ne le distrais pas. Il doit surveiller le bétail et le campement. C'est moi, Jamshid. Et moi, je suis Jamshid Khan. Je porte le titre de Khan parce que je suis le chef. Quand j'aurai ton titre? Celui-là, je ne peux pas te le donner. Tu dois le gagner par toi-même. Retourne à ton travail. Jamshid revint à ses occupations. Le mouvement doit être régulier. Lui rappela Ziba. Je parle pour rien, il est ailleurs comme toujours. Massoud, montre à ton frère comment faire. Vous l'aimez plus que moi. Ce n'est pas juste. Père lui a même donné le prénom de Jamshid. Laisseras-tu les brebis sans surveillance et à la proie des loups? Apprends-lui à faire sortir la crème si tu ne veux pas qu'il grandisse comme une mauvaise herbe et meure de faim. Il n'a besoin de personne. C'est une mauvaise herbe, et ça se voit à sa tête. La mère entendit la rancune et le malaise au ton de la voix de son fils. Elle s'approcha de lui. Jamshid n'est qu'un nom. Certes, il est prestigieux, mais cela n'est pas tout. Il ne fera d'aucun de vous un homme. Crois-tu sérieusement que si on appelait un âne cheval, il se transformerait en cheval? Va aider ton frère. L'explication fit rire Massoud. Ce soir-là, il se confia à sa mère et lui parla de ses projets d'avenir. La tribu avait établi son campement à mi-hauteur entre la vallée et la montagne. C'était une vaste région où la forêt s'étendant vers le nord abritait des animaux sauvages. À quelques centaines de mètres, une route traversait la région. Et la tribu avait entendu dire que lors de la traversée d'une panthère avec ses deux petits, l'un d'eux avait été fauché par un véhicule. Depuis, à la tombée de la nuit, le félin rugissait en s'approchant du lieu. Jamshid, attaché à son frère, le suivait partout. Celui-ci, agacé, lui demanda de le laisser tranquille. Mais pour Jamshid, les mots ne voulaient rien dire et n'avaient de sens qu'à travers leur tonalité. Comme un ciel, sous ses beaux, ses mauvais jours, il fallait juste laisser passer les nuages. Je te dis de t'en aller, rétorqua Massoud en le poussant. Tombé en arrière, Jamshid se leva et se mit à le suivre. Tu es sourd ou quoi? Je te dis de t'en aller. Les deux garçons s'engagèrent dans un corps à corps. Pour Jamshid, il ne s'agissait que d'une lutte loyale et amicale entre les deux frères.
plutôt grand pour son âge, et sans se forcer, il plaqua Massoud au sol avant de se lever et de lui tendre la main, un sourire aux lèvres. Ne t'approche plus jamais de moi. Durant tout l'après-midi, Jamshid resta silencieux, et à la tombée de la nuit, le hurlement de Jamshid accompagna le premier rugissement du félin. Le cri du garçon et celui du félin retentirent dans la montagne, brisant le silence de la nuit. Souvent, Khan parlait avec fierté. Le sang d'Orient coulait dans ses veines, et par amour pour Jamshid, il tendait la main vers d'autres horizons. Sur le chemin de la migration, il faisait découvrir à son fils des lieux lui rappelant son pays d'origine. C'était une manière de se faire pardonner d'avoir enlevé Jamshid à sa terre natale. La famille venait de regagner la ville. Jamshid s'amusait avec un chapeau tadjik que Khan venait de s'offrir. Il marchait dans une ruelle quand Jamshid s'immobilisa devant une boutique, d'où lui parvenait un son familier et lointain. La boutique appartenait à un vieil Arménien qui enseignait la musique. C'était un endroit quelconque devant lequel Khan passait de multiples reprises sans s'y prêter attention. Mais Jamshid semblait envoûté. Le son réveillait en lui l'image d'un autre homme. « Ça va ?» demanda Khan. « Oui, je rêve souvent d'un homme qui joue de cet instrument et puis je le vois, les bras tendus, qui s'approche d'un bébé. Je ne sais pas qui ils sont. »« Viens mon garçon, » murmura Khan, troublé. Jamshid y retourna le lendemain, tenant son visage collé contre la vitre en regardant à l'intérieur. Il revint le jour suivant et le jour d'après, et un matin où tout était silencieux, il poussa la porte de la boutique. Le vieil homme était là. « Bonjour, veux-tu apprendre à jouer du violon ?» demanda ce dernier. « Je veux entendre le son. » Durant de longs moments, Jamshid écouta le vieil homme jouer du violon. Il commença à prendre des leçons à l'âge de 12 ans. Pour quelqu'un qui vivait dans un océan de bruit, en naviguant d'un bord à l'autre, un souffle de vent commença à se lever. Au fil du temps, cette brise se transforma en un vent balayant le ciel et ses nuages, et lui dévoilant le chemin de l'horizon, pour animer son être. À croire que l'âme d'un individu est un royaume lointain et mystérieux. Il faut l'approcher avec précaution pour ne pas entraver son épanouissement. Bientôt, Jamshid se découvrait une passion pour la musique, et les membres de la tribu lui reconnurent le sens du rythme. Peu à peu, il accompagna les musiciens lors des fêtes et des rassemblements. « J'aimerais en faire mon métier, » confia-t-il un jour à Ziba. « Alors tu sais faire quelque chose. » Il marchait au milieu d'un pré d'où l'on pouvait voir le feu du campement au loin. Elle reprit. « Regarde, Jamshid, regarde la terre et regarde bien le ciel. Regarde comme nous sommes petits et impuissants dans cet endroit. Ils vivent plus longtemps que tous les hommes et les bêtes réunis. Rien n'est le fruit du hasard. Il existe en chacun de nous une part de force et de faiblesse. Apprends à connaître tes faiblesses pour nourrir le don qui est en toi. Garde toujours la tête haute et n'oublie pas que tu as été élevé auprès des nomades. Soit cette terre qui nous adopte, soit le feu qui nous protège, soit l'eau qui nous anime et soit ce vent qui caresse nos visages. Sois celui qui parle pour tous. Fais en sorte que ta musique soit généreuse, intense, fluide et légère. Va droit au cœur de chaque être humain et par ta musique, prononce des mots qui n'existent pas. Et ce soir, tu joueras pour ton père. » Depuis 2 jours, Khan se battait contre une fièvre virulente causée par la piqûre d'un scorpion et qui le plongeait dans un état de semi-inconscience. On avait nettoyé la morsure et un remède recouvrait la blessure. À la tombée de la nuit, Jamshid prit un daf et interpréta un air joyeux, un air entraînant chargé de toute sa force intérieure. Le beau jeune homme qu'il était devenu se révélait en effet capable de faire face calmement à la dure réalité de la vie, à ce qu'elle a parfois de plus cruel. Dans ce climat de légèreté et de confiance retrouvée, il fut rejoint par un orchestre improvisé. La musique reprit de plus belle. Naïd se leva et se mit à danser. Durant ses séjours en ville, Jamshid continua à se perfectionner au violon. Et à la saison de la migration, il jouait du daf, kamanché et de tout autre instrument. Il mémorisait les notes qui foisonnaient dans sa tête et voyait le visage de Nahid, sans savoir ce qui le rendait enthousiaste à l'approche de son retour ou de leur prochain rendez-vous. D'une saison à l'autre,
Au milieu du pré, le vent accompagnait le son de son violon en faisant valser chaque brin d'herbe. Dans la forêt, sa musique se propageait parmi les arbres centenaires. La mer ou une terre aride rythmait ses notes et le bruit d'une bête sauvage se mêlait à sa musique. 10 ans passèrent. Jamshid connaissait désormais le parcours d'un mont à l'autre et d'une terre aride à une autre. Pas à pas, il menait sa passion et sa vie nomade. Pour ceux qui ne connaissaient pas son histoire, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Khan, son père. Ces dernières années, Massoud habitait en ville et suivait des études. L'amitié entre les 2 frères n'était plus qu'un souvenir d'enfance. Leur relation restait superficielle et se résumait à des propos ordinaires. De son côté, Narid prit ses distances et durant l'été, elle annonça son mariage. « C'est si soudain et inattendu !» s'exclama Ziba à l'attention de sa petite fille. Il m'aime. Ce n'est pas comme Jamshid. Cette satanée musique, il ne pense qu'à ça, ne vit que pour ça et moi je suis fatiguée. L'autre jour, à la rivière, alors que je lui parlais de notre avenir, il a dit qu'il écoutait l'écoulement de l'eau et que le son de ma voix l'invitait à écrire une mélodie. Il y a des milliers de gens qui vivent normalement, pourquoi pas nous ? Tu le connais, on ne résout pas un problème par un autre. Ne fais rien dans la précipitation. Quelques semaines plus tard, Khan et Ziba se préparèrent pour assister au mariage de leur petite fille, tandis que Jamshid faisait ses bagages et quittait la tribu. En quête d'apprentissage et pour améliorer sa technique, il parcourut le pays du nord au sud, accompagnant d'autres tribus et jouant avec les musiciens de la ville. Il cherchait à traduire les mots en notes et le violon se révéla être son instrument fétiche. Après 3 ans d'éloignement, Jamshid fut de retour au sein de sa famille. Massoud les prévint qu'il les rejoindrait à mi-parcours. Cette année-là, la sécheresse menaçait la région et la tribu décida d'avancer son départ. Le voyage dura des jours et à leur arrivée, la rivière était à sec. Chacun savait que la tribu ne disposait pas suffisamment de temps pour changer sa trajectoire. Le bétail ne supporterait pas le manque d'eau et tôt ou tard, la situation les obligerait à vendre les bêtes à un prix dérisoire plutôt que de les voir mourir. Dehors, Jamshid était assis sur un rocher. Les animaux broutaient, le peu de végétation encore épargnée par le soleil. Le chien avait vieilli et était allongé plus loin. Sa respiration était rapide et sa langue pendait. Jamshid l'observait et avait l'impression qu'il cherchait à retenir la vie. Ni le chien, ni l'homme ne s'exprimaient. Le cœur n'y était pas. Plusieurs fois dans la journée, Khan avait quitté sa tente en examinant le ciel dans l'espoir de voir des nuages et l'arrivée de la pluie, mais en vain. Pire que la piqûre du scorpion, le manque d'eau étouffait son cœur. Cette fois, l'ennemi était hors de sa portée. Au quotidien, Jamshid observait son père d'un œil rassuré, mais à présent, le silence les bâillonnait tous et les faisait vivre dans l'attente. Il existe des moments où tout ce que nous avons appris, possédé ou espéré ne suffit plus à désamorcer une situation critique. Ni l'ingéniosité de Khan dans son statut de chef, ni le grand médecin que Massoud était devenu, ni même ma musique, semblait se dire Jamshid. En proie à un sentiment d'impuissance, celui-ci avait du mal à les regarder. Il observa le ciel et prit son tambour. À la tombée de la nuit, les premières étoiles firent leur apparition, et le regard désespéré de chacun se détourna de ce beau ciel cruel. À quelques pas, sous la tente, Massoud discutait avec son père. « Qu'allez-vous faire ?» ?»« Demain, nous partirons vers le nord, » décida Khan. « Et s'il valait mieux attendre encore, au cas où la situation ne serait guère meilleure là-bas ?» Il faut prendre une décision, sinon, en cas d'échec, le regret me rongera. Cela faisait des heures que Jamshid était là à taper sur son tambour. Ses notes sèches et espacées s'estompaient au profit de mouvements rapides. Tous savaient que lorsque Jamshid jouait, il n'entendait et ne voyait rien. Sa peau était brûlée par le soleil de la journée et désormais, le vent qui balayait le sol soulevait la terre en la projetant dans l'air, rendant l'atmosphère lourde et irrespirable. Massoud commença à sentir, caressant ses narines, le délicieux parfum de l'eau sur la terre sèche. Il sortit de la tente. Il pleuvait.
Le bruit des gouttes de pluie au contact du sol se faisait distinctement entendre. Les bras tendus, il se tenait les yeux fermés et le visage levé vers le ciel, puis il prononça ces mots. « Joue, Jamshid. Joue, joue, frérot. » Jamshid était mouillé et la pluie dégoulinait de ses cheveux. À quelques mètres, Ziba regardait ses fils. L'un était plongé dans sa musique et l'autre criait aux nomades de sortir de leur tente. « Mettez les récipients pour faire la réserve !» Jamshid ne savait pas combien de temps il était resté immergé dans sa musique, mais il se trouvait maintenant dans les bras de son frère. « Tu es fou !» pleura Massoud. « Comme toi !» répondit Jamshid en riant. Une semaine plus tard, la tribu partait vers le nord. Mais plus tard, sur le chemin du retour, ils achetèrent de jeunes arbustes à planter. La tribu honorait une coutume ancestrale. Massoud avait pris d'autres directions, mais il avait envie que le monde découvre son frère. Il pensait que le plus difficile serait de convaincre ses parents. Mais Jamshid refusait de partir. C'est ici que je me sens bien, près des parents. Tu as tort. Layla vous attend. Intervint Ziba. Viendras-tu me voir ? Demanda Jamshid à son père. Non, mais tu reviendras pour me voir. Un an plus tard, à des milliers de kilomètres des terres des nomades, Jamshid jouait sa musique. Au premier rang, Ziba et ses enfants l'applaudissaient. Naïd se trouvait parmi eux. Depuis quelque temps, son couple allait mal, et un beau matin, elle avait tout quitté. Le passé lui semblait être un rêve dont elle ne pouvait maîtriser tous les paramètres. Debout, sur la scène aux côtés d'autres musiciens, Jamshid fit la révérence. Les yeux rivés sur la grande salle, sur le public, sur les chaises en velours rouge et sur les dizaines d'experts venus entendre. Mais Jamshid ne voyait que la terre, le feu, l'eau et l'air. Il avait en tête les images de son père, des nomades à la saison de la migration, du bétail et du vieux chien. Jamshid peignait un tableau. Sa musique résonnait et de ses notes jaillissaient des couleurs. Les saisons et les astres défilèrent. Les bêtes et les hommes se prirent dans un tourbillon, créant la vie dans un jeu quotidien et permanent. Tous ces éléments engagés dans leur lutte acharnée entre le changement et la recherche de l'équilibre donnèrent naissance à des feux d'artifice tout au long du concert. Jamshid salua les spectateurs et rejoignit sa famille. « Bonsoir !» dit Naïd. « Heureux de te voir. Peut-être qu'un de ces jours, on pourrait déjeuner ensemble. » « Et peut-être qu'un jour, tu joueras du daf et je danserai comme avant. » Massoud les interrompit et présenta 2 personnes à Jamshid. « Bonsoir !» dit Jamshid. « Jamshid n'est pas votre vrai prénom, n'est-ce pas ?» demanda le vieux monsieur. « Si, c'est mon père qui l'a choisi, mais on m'appelle aussi Lydie. »« Savez-vous pourquoi ?»« Non. » « Personne ne le sait. Tu es tes enfants et c'est toi qui en as décidé ainsi. Nous n'avons jamais compris pourquoi. Nous sommes tes parents. » « J'ai des images de vous. » murmura Jamshid, qui tendit la main en caressant le visage de l'homme. « As-tu aimé ma musique ?»« Oui, beaucoup. » répondit l'homme.